Bonjour à tous pour cette dernière séance de notre séminaire sur la démocratie cosmopolitique. Et notre invitée aujourd'hui est Justine Lacroix. Justine Lacroix est professeure de sciences politiques à l'Université libre de Bruxelles et aussi à l'Institut d'études européennes. Et elle est enseignante associée à Sciences Po. Elle est directrice du Centre de théorie politique de l'Université libre de Bruxelles et elle travaille également avec la chaire Hoover d'éthique sociale et politique de l'Université catholique de Louvain, qui est dirigée par un philosophe politique bien connu, Philippe von Parijs. Elle est également rédactrice en chef de la revue Raison publique, et c'est une spécialiste de philosophie politique contemporaine. Et elle a travaillé, et c'est ce qui nous intéresse ici, à la fois sur les questions de conceptualisation de la question européenne, à partir de réflexions sur le fédéralisme, les dimensions normatives de l'intégration européenne, le débat sur les questions, à partir d'Habermas, du patriotisme constitutionnel, mais elle a aussi travaillé sur tous les problèmes de l'appréhension de la théorie politique libérale et de ses critiques. Et elle a notamment travaillé sur Michael Walzer, qui est un des grands penseurs qu'on appelle, entre guillemets, communautariste aux États-Unis. Et elle fait le lien, son travail fait le lien et s'intègre très bien dans la suite des exposés que nous avons eus, ne serait-ce parce qu'elle a récemment publié un article dans un ouvrage qui était piloté par Francis Schoenwald, qui était notre invité la semaine dernière. Beaucoup d'entre vous étaient absents, bloqués par les glaces quelque part autour de Paris. Et cette continuité dans les exposés, nous la retrouverons, je pense, à partir d'une même préoccupation, qui est à la fois celle de Balibar, celle de Ferry, celle de Schoenwald, c'est d'essayer de sortir du dilemme nationalisme-cosmopolitisme et de voir simplement la question du cosmopolitisme à partir d'une vision qui a été appelée par Ferry d'intégration verticale et de chercher à comprendre une horizontalisation, pourrait-on dire, de cette question-là. Alors, sur des modalités différentes. Il est certain que chez Balibar, c'était une réflexion sur la variabilité et la déclinaison des différentes formes démocratiques pour montrer que les questions de la représentation et de la légitimation ne se posaient pas simplement à partir des modalités électorales classiques, aussi des niveaux de régulation. Et Ferry, de son côté, a bien montré comment on pouvait opposer une vision de l'intégration verticale des polities à celle d'une composition horizontale, puisqu'il a même employé cette expression frappante de la nécessité de redéployer le politique à un niveau horizontal. Ce qui allait de pair avec aussi son approche très voisine de celle de Schoenwald d'un cosmopolitisme processuel, et pas simplement d'un élargissement du droit par son internationalisation simple. Thème qui, ceux d'entre vous qui n'étaient pas là la semaine dernière peuvent regarder le texte, peuvent regarder ou écouter le texte de Schoenwald sur le site du collège, où il a essayé de montrer à quelles conditions on pouvait dégager une voie entre le nationalisme des peuples, pourrait-on dire, et le cosmopolitisme de l'humanité, à partir d'une approche de ce qu'il appelait la démoïcratie, c'est-à-dire la démocratie des peuples, et pas simplement la démocratie du démos au singulier. Et Justine Lacroix n'a cessé de réfléchir depuis des années. Elle prépare un gros ouvrage à la fois historique et théorique pour les éditions du Seuil sur ce sujet-là, de réfléchir justement aux conditions dans lesquelles les droits de l'homme pouvaient être envisagés dans une perspective qui n'était pas simplement celle, je dirais, des polities électorales, mais quelles étaient les conditions d'élargissement et d'utilisation de la notion des droits de l'homme dans une complexification, si je puis dire, de la vision des sphères de leur application. Donc, ça tombe très bien qu'elle soit là aujourd'hui pour la dernière séance, qui, comme toujours, n'est pas une séance de conclusion, puisque personne ne tire de conclusion, mais une séance d'enrichissement à partir de cette approche des droits de l'homme, de cette réflexion que nous avons déjà menée, mais à partir d'autres approches théoriques.
Donc, merci Justine d'être là avec nous aujourd'hui. Il suffit d'appuyer sur le bouton vert pour prendre la parole et la garder. Merci. Donc, je remercie le professeur Rosan-Vallon de son invitation en ce lieu prestigieux. Je suis très honorée de parler devant vous aujourd'hui. Alors, le droit d'avoir des droits et la citoyenneté cosmopolitique, titre que j'ai proposé pour cette intervention, revient à dire que je vais articuler cette intervention autour d'un texte célèbre d'Hannah Arendt qui est situé à la fin du deuxième tome des origines du totalitarisme, dont je vous rappelle que les origines ont été publiées en 1951. Dans ce texte, la philosophe met en exergue le paradoxe logé au cœur du discours des droits de l'homme, et elle introduit cette formule aussi magnifique qu'énigmatique, pour reprendre une expression de Catherine Colliot-Hélène, cette formule aussi magnifique qu'énigmatique du droit à avoir des droits. Alors, pourquoi vous parlez ou commencer, puisque vous verrez, je ne parlerai pas que d'Arendt, mais pourquoi commencer par parler d'Arendt? Je travaille, comme l'a dit Pierre Rosan-Vallon, en théorie et pensée politique, c'est-à-dire au carrefour entre la science politique et la philosophie politique, ce qui signifie que je ne m'intéresse pas à l'histoire des idées pour elle-même, c'est essentiel de s'intéresser à l'histoire des idées pour elle-même, mais moi, mon objet, c'est plutôt de tenter de dégager de l'étude de l'histoire des idées des clés de compréhension pour les enjeux contemporains. Et précisément, il me semble que ce texte d'Arendt, et surtout les lectures, pour ne pas dire les appropriations qui en ont été faites, eh bien, ce texte soulève des interrogations qui sont au cœur des débats actuels sur la possibilité, la signification d'une citoyenneté cosmopolitique. Et avant de commencer cette intervention, je tiens à souligner que je suis profondément redevable ici des analyses développées par le professeur Étienne Tassin, philosophe à l'Université de Paris-Diderot, lors d'un séminaire sur la question des droits de l'homme qui s'est tenu dans mon université il y a environ 1 an. C'est lui qui m'a fait réaliser à quel point la pensée d'Arendt, dont je n'avais à l'époque qu'une connaissance assez superficielle, était essentielle pour toute réflexion sur un droit de l'humanité ou sur une citoyenneté cosmopolitique. Donc je disais, ce texte qui s'intitule « Le déclin de l'État-nation et la fin des droits de l'homme », et qui est situé à la fin donc, du 2e tome des origines du totalitarisme, il est crucial pour notre sujet parce que je tenterai de montrer qu'il a alimenté 2 interprétations distinctes, 2 appropriations distinctes qui correspondent à 2 critiques contemporaines du cosmopolitisme. Selon une première interprétation, Arendt aurait voulu dire que les droits de l'homme ne peuvent s'incarner qu'au sein d'une collectivité nationale déterminée. Autrement dit, sa lecture conforterait le primat d'une conception communautaire de la politique. Conception communautaire de la politique dans la ligne, dans la filiation des fameux arguments avancés par Edmund Burke contre la déclaration de 1789. Selon une deuxième lecture, politiquement tout à fait opposée, le texte d'Arendt, au contraire, serait une invite à dénoncer la duplicité de l'humanisme abstrait. Ce serait une invite à décréter l'obsolescence des droits de l'homme, qui serait liée à l'affirmation de la violence souveraine de l'État-nation. Et donc c'est contre ces 2 interprétations que je vais tenter de vous proposer une lecture alternative du droit à avoir des droits en vue de dessiner les contours d'une citoyenneté cosmopolitique. Parce qu'il me semble, en effet, que la conception politique ou pragmatique des droits de l'homme qui se dessine chez Arendt est en réalité éminemment pertinente pour penser une citoyenneté cosmopolitique qui soit respectueuse de la pluralité des peuples. Alors je vais procéder en 5 étapes, en 5 points inégaux. Je ne vous ai pas fait un beau plan équilibré à la française,
puisque mes 5 points, sont d'importance inégale. Je vais commencer par rappeler brièvement en quoi réside le paradoxe des droits de l'homme chez Arendt, pour planter le décor. Je montrerai ensuite comment ce texte relatif aux droits de l'homme a donné lieu à 2 lectures distinctes, qui correspondent à 2 critiques du cosmopolitisme. Dans un 3e temps, qui sera le plus long, je montrerai en quoi Arendt propose en réalité une conception pragmatique des droits de l'homme qui pourrait ouvrir sur un droit de l'homme à la politique. Et enfin, pour en venir aux enjeux contemporains, dans mon 4e et mon 5e temps, j'userai de l'exemple européen pour montrer les accomplissements réels, mais aussi les risques qui pèsent aujourd'hui sur cet embryon de citoyenneté cosmopolitique. Donc, premier temps, le paradoxe des droits de l'homme chez Arendt. Que faut-il entendre par cette fameuse formule « le droit d'avoir des droits » ? Eh bien, dans le texte que je viens de mentionner, donc le déclin de l'État-nation et la fin des droits de l'homme, Arendt analyse la situation des apatrides de l'entre-deux-guerres. Et quand elle analyse la situation de ces apatrides, minorités, réfugiés, elle montre au fond que ce qu'elle appelle le meurtre de la personne juridique, c'est-à-dire l'abolition des droits légaux de groupes humains entiers, elle montre que cette abolition des droits légaux, ce meurtre de la personne juridique, n'a pas été une invention du totalitarisme, mais a été préparée par la façon dont les États-nations européens ont traité minorités et apatrides au lendemain du premier conflit mondial. En effet, dit-elle, privés de gouvernements susceptibles de les représenter et de les protéger, les apatrides se retrouvèrent projetés dans l'illégalité absolue. Et justement, pour elle, cette situation illustre le paradoxe des droits de l'homme. Pourquoi paradoxe ? Eh bien, parce que les droits de l'homme étaient dits inaliénables et imprescriptibles, les droits de l'homme étaient supposés indépendants de toute appartenance à une collectivité politique déterminée. Et pourtant, nous dit Arendt, c'est précisément au moment où des êtres humains ont été privés d'un gouvernement propre qu'ils se sont retrouvés sans droit. C'est précisément au moment où ils n'ont plus pu compter que sur leurs droits naturels qu'ils n'ont plus trouvé personne pour les protéger. Et en réalité, dit-elle dans une formule célèbre, le monde n'a rien vu de sacré dans la nudité abstraite d'un être humain. D'où d'ailleurs l'insistance d'Arendt sur l'importance des entreprises de dénationalisation dans l'émergence du phénomène totalitaire. Elle nous dit qu'une des rares règles auxquelles les nazis se sont constamment référés durant la solution finale, c'est qu'on ne pouvait envoyer les Juifs dans les camps d'extermination qu'après les avoir entièrement déchus de leur nationalité. Et c'est bien pourquoi, dit-elle, les survivants des camps savent bien que l'abstraite nudité de celui qui n'est rien qu'un homme constitue le pire des dangers. Donc, autrement dit, dit-elle, non seulement la perte des droits nationaux a entraîné celle des droits de l'homme, à partir du moment où vous n'êtes plus national, vous n'avez plus de droits de l'homme non plus, mais comme le prouve l'exemple d'Israël, seul l'établissement de droits nationaux a permis d'assurer la restauration des droits humains. Et 10 ans plus tard, après les origines du totalitarisme, elle notera dans Eichmann à Jérusalem, elle notera que le caractère sans précédent du procès Eichmann, c'est que pour la première fois depuis l'an 70, quand les Romains détruisirent Jérusalem, les Juifs purent juger des crimes perpétrés contre leur propre peuple. Et elle écrit ceci dans Eichmann à Jérusalem, je la cite, « Pour la première fois, ils, les Juifs, n'avaient pas à faire appel à d'autres pour la protection de la justice ou à s'en remettre à la phraséologie éculée des droits de l'homme. Ils savaient mieux que quiconque que les seuls à invoquer ces droits étaient les peuples trop faibles pour défendre leurs droits d'anglais. » Ça, c'est une référence à la célèbre formule de Burke qui disait qu'il préférait la réalité des droits des Anglais
à l'abstraction des droits de l'homme. Donc, elle dit « Les seuls à invoquer ces droits étaient des peuples trop faibles pour défendre leurs droits d'anglais et imposer leurs propres lois. » Donc voilà, le paradoxe des droits de l'homme, c'est que celui qui n'est rien qu'un homme n'est rien de plus qu'un homme, il ne peut invoquer d'autres droits que ceux de l'homme, celui-là n'a en réalité aucun droit et ne bénéficie d'aucune protection juridique. Ce qui est d'autant plus intéressant, c'est qu'Arendt ajoute qu'au fond, ce paradoxe des droits de l'homme a été mis en lumière par l'apparition au lendemain du premier conflit mondial. Il a été mis en lumière par l'apparition de groupes sans État, de personnes privées d'État, de minorités. Mais en réalité, nous dit-elle, ce paradoxe, il est bien présent dès la fin du XVIIIe siècle, qui a lié de façon inextricable la question des droits de l'homme et celle de l'affirmation de la souveraineté nationale. En effet, dans le texte même de la Déclaration de 1789, le postulat que toute souveraineté réside en la nation, article 3, suit quasi immédiatement celui selon lequel tous les hommes sont nés libres et égaux en droit. En d'autres termes, à peine l'homme venait-il de s'imposer comme un être émancipé et autonome, émancipé de toute appartenance collective, qu'il disparaît pour devenir le membre d'un État-nation. D'où le caractère profondément ambivalent des droits de l'homme, qui ne sont en réalité protégés qu'en tant qu'ils sont aussi les droits des citoyens d'un État donné. Ce qui conduit à la formule du droit à avoir des droits. Le premier des droits, nous dit Arendt, celui qui conditionne tous les autres, c'est le droit d'appartenir à une communauté politique donnée. Ce que perdent ceux qui sont privés de l'appartenance à une communauté politique donnée, ce qu'ils perdent, ce n'est pas tant le droit à la liberté, c'est même le droit d'agir. Ce n'est pas tant le droit de penser à leur guise que simplement le droit d'avoir une opinion. Au fond, nous dit-elle, l'homme peut perdre tous ces fameux droits de l'homme sans abandonner pour autant sa qualité essentielle d'homme, sa dignité humaine. Seule la perte d'un système politique, seule la perte de l'appartenance à un système politique l'exclut du reste de l'humanité. Donc ça, c'était mon rappel sur que signifie chez Arendt et pour Arendt cette formule du droit à avoir des droits, que signifie ce paradoxe des droits de l'homme. J'en viens maintenant à deux interprétations qui ont pu être faites, dont vous aurez déjà compris que je ne les partage pas, deux interprétations qui dessinent au fond deux critiques possibles du cosmopolitisme. Parce que, en effet, ce chapitre d'Hannah Arendt sur le déclin de l'État-nation et la fin des droits de l'homme est régulièrement résumé, du moins dans le champ francophone, parce que l'interprétation dans le champ anglophone est très différente, est régulièrement résumé à une dénonciation du caractère abstrait et formel des droits de l'homme, dont les faits auraient montré qu'ils ont perdu toute effectivité dès lors qu'ils avaient été dissociés des droits nationaux. Et dans la mesure où Arendt elle-même voyait dans le sort des apatrides de l'entre-deux-guerres, elle disait que le sort des apatrides de l'entre-deux-guerres était, je cite, la confirmation ironique, amère et tardive au fameux argument qu'Edmund Burke opposait à la Déclaration française des droits de l'homme. Quand on lit ces phrases, il peut sembler logique d'en conclure, c'est par exemple la conclusion, l'interprétation proposée par Philippe Reynaud dans la nouvelle édition des œuvres d'Arendt parue en 2012, il peut sembler logique d'en conclure qu'au fond, Arendt ne fait que reprendre la fameuse opposition de Burke entre les droits métaphysiques et les véritables droits de l'homme, qui supposent l'appartenance à une communauté concrète, appuyée sur une tradition qui seule peut garantir des droits. Alors, je pourrais multiplier les exemples de ces interprétations, surtout dans le champ francophone, qui tentent au fond à montrer
que finalement les réflexions d'Arendt ne seraient que le simple décalque des arguments de Burke relatifs aux droits de l'homme. Mais ce qui m'intéresse, c'est que finalement, à travers ces différentes interprétations, on voit se dessiner deux lectures distinctes dont on peut se demander, avec Étienne Tassin, dont je rappelle que c'est lui qui a attiré mon attention sur ce point, dont on peut se demander si elles ne constituent pas un contresens sur la compréhension arendtienne des droits de l'homme. Et ce contresens, comme je le disais, m'intéresse, pas tant pour des raisons philologiques, mais précisément parce que ce contresens fournit l'armature de deux critiques distinctes des aspirations cosmopolites. Selon une première interprétation, qui figerait Arendt, au fond, dans une posture conservatrice, il n'existerait d'humanité que nationale. Alors que les droits de l'homme sont censés protéger tous les hommes contre l'arbitraire, ils n'existent jamais, en fait, que comme droit de citoyen, c'est-à-dire comme droit des nationaux. Ce serait la position qu'on pourrait appeler du particularisme éthique, qui considère que les droits de l'homme ne peuvent se réaliser qu'au sein d'une communauté de signification partagée, et que la nation est en elle-même une collectivité éthique dans la mesure où les obligations que nous avons vis-à-vis de nos compatriotes l'emportent sur les obligations que nous pouvons avoir vis-à-vis de ceux qui n'appartiennent pas à notre nation. Et hors de cette communauté politique nationale, les droits de l'homme ne seraient qu'une abstraction. Selon une deuxième lecture, tout à fait différente, je le disais, Arendt, au fond, s'inscrirait dans le registre de la dénonciation des duplicités de l'humanisme abstrait qui serait assimilé à une forme d'impérialisme de la subjectivité, et au fond, les arguments avancés dans les origines du totalitarisme seraient une invite à décréter l'obsolescence des droits de l'homme qui seraient inextricablement liés à un État-nation moderne aujourd'hui en déliquescence. Les apatrides européens des années 20, les victimes des camps nazis et staliniens, ou le sort aujourd'hui réservé aux immigrés clandestins, apporteraient la preuve concrète de l'inanité des droits de l'homme, mais surtout de ses effets pervers. C'est en ce sens que, par exemple, Giorgio Agamben, au prix d'une reconstruction assez alambiquée du propos d'Arendt, inscrit la Déclaration des droits dans la thématique plus vaste de la détermination biopolitique de la souveraineté moderne. Les droits de l'homme seraient ici indissociables de l'affirmation d'une forme de violence souveraine, sous des formes différentes. Je crois que c'est un peu la même critique qu'on peut trouver chez un auteur comme Slavoj Žižek. De façon quelque peu distincte, les critiques développées par un auteur tel que Noam Chomsky, qui ne se réfère pas explicitement à Arendt, mais les critiques développées contre l'hypocrisie de l'invocation des droits de l'homme, notamment dans le cadre de la politique étrangère américaine, eh bien, ces arguments pourraient aussi sembler de prime abord pouvoir trouver à s'alimenter aux écrits d'Arendt. Pourquoi ? Parce qu'Arendt notait elle-même dans son texte, dans les origines du totalitarisme, elle notait ceci. L'incroyable condition d'un groupe toujours plus nombreux d'innocents était comme la démonstration pratique du bien fondé des affirmations cyniques des mouvements totalitaires, selon lesquels cette histoire de droit inaliénable de l'homme était pure invention, et que les protestations des démocrates n'étaient qu'alibi, hypocrisie et lâcheté face à la cruelle majesté d'un monde nouveau. Et donc on voit ici qu'on peut, à partir de certains extraits, alimenter une autre critique du cosmopolitisme, non plus celle qui affirme que les droits de l'homme ne sont que les droits des nationaux, mais celle qui dénonce l'hypocrisie de notre humanisme abstrait et qui prétend ne déceler que le froid calcul des intérêts derrière l'invocation d'une politique des droits de l'homme. Et donc, contre ces deux interprétations, j'en viens maintenant à mon troisième point, qui devrait être le plus long, où je vais tenter de vous montrer qu'en réalité, on peut discerner chez Arendt une conception éminemment politique des droits de l'homme.
Il me semble que ceux qui déplorent l'incapacité d'Arendt à penser les droits de l'homme manquent en réalité le caractère aporétique de sa démarche. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que la réflexion d'Arendt est aporétique au sens d'un mode de pensée associé à Socrate qui vise à se saisir d'un concept ordinaire, d'un concept entré dans le sens commun, à déconstruire ses acceptations traditionnelles et à ouvrir une possibilité de le penser à neuf. Plus précisément, dans un très bel article d'ailleurs de 2004, le philosophe Jacques Rancière estime au fond que la réflexion d'Arendt sur les droits de l'homme nous enferme dans une alternative paralysante entre les droits de l'homme d'une part, les droits de l'homme qui ne sont qu'un vide, une illusion, car ils sont les droits de l'homme nu et donc sans droit, et d'autre part les droits du citoyen, mais qui sont en réalité les droits de celui qui a déjà des droits, et donc une tautologie. Il nous dit, au fond, avec Arendt, nous enferme dans une alternative, nous paralyse entre ces droits de l'homme qui sont les droits de l'homme qui n'a pas de droits, ou les droits du citoyen qui sont les droits de l'homme qui a déjà des droits. Mais en réalité, il me semble que loin de nous paralyser, la pensée d'Arendt dessine un espace critique susceptible de renouveler notre compréhension du concept. Et en réalité, ceux qui nient la volonté ou la capacité d'Arendt de penser les droits de l'homme semblent confondre sa condamnation du discours des droits naturels et celle des droits de l'homme en soi. Alors, qu'Arendt ne croit plus possible de fonder les droits de l'homme sur l'idée que l'homme est une partie du cosmos, ça c'est difficilement contestable. C'est vrai qu'elle refuse une conception essentialiste des droits de l'homme, qui les lierait à une essence humaine universelle. Mais elle ajoute, et je me permets de la citer ici, elle ajoute ceci: la seule condition donnée pour l'établissement des droits est la pluralité des hommes. Des droits existent parce que nous habitons la terre avec d'autres hommes. Aucun commandement divin provenant de la création de l'homme à l'image de Dieu, et aucune loi naturelle provenant de la nature de l'homme ne suffisent pour établir une nouvelle loi sur la terre, car les droits jaillissent de la pluralité humaine, alors que le commandement divin ou la loi naturelle serait vrai, même s'il n'existait qu'un seul être humain. En d'autres termes, être humain, c'est s'inscrire dans une pluralité d'individus, tous uniques et tous susceptibles de s'engager dans une action commune. D'où, comme l'écrit Étienne Balibar, qui, avec Étienne Tassin, me semble, sont deux universitaires francophones qui ont apporté une interprétation tout à fait, qui me semble la plus originale et la plus pertinente, merci, des écrits d'Arendt, d'où, comme dit Étienne Balibar, le caractère infondé des droits de l'homme chez Arendt. Pourquoi caractère infondé? Mais parce que, pour elle, les droits de l'homme ne sont pas une origine à retrouver ou à restaurer, c'est plutôt une invention, un commencement continué. Pour Arendt, les droits de l'homme ne sont pas naturels, ce sont des conventions, des formes de reconnaissance produites par des accords entre les hommes, des artefacts fragiles de la vie en commun. Ou, pour le dire autrement, et comme elle le dit elle-même, peut-être en effet ne naissons-nous pas égaux, mais nous pouvons le devenir par notre volonté de nous reconnaître mutuellement des droits. Ou, pour parler comme Jacques Rancière, qui semble d'ailleurs manquer ou même refuser les analogies réelles entre sa pensée et celle d'Arendt sur ce point, c'est précisément quand on revendique les droits qu'on n'a pas qu'on devient un sujet politique. L'égalité n'est pas donnée. C'est un produit de l'action humaine, par la négociation, la lutte, le compromis, la défaite, la victoire de tous ceux qui étaient initialement exclus des définitions légales des droits.
Les esclaves, les femmes, les pauvres ont tous accédé à la citoyenneté en réclamant des droits qu'ils n'avaient pas. Et plus précisément, et contre les deux critiques du cosmopolitisme, critique conservatrice et critique qu'on dirait radicale, critique de l'humanisme abstrait, contre les deux critiques du cosmopolitisme que je viens d'invoquer, j'aimerais répondre en 3 points, en montrant que les textes d'Arendt ne dénigrent pas l'humanisme abstrait, ne pourfendent pas la rhétorique des droits de l'homme, et surtout, plus important pour notre sujet, et ça me permettra de faire la transition avec la question européenne, n'enferment pas les droits de l'homme au sein d'une collectivité nationale, mais font plutôt signe vers un droit de l'humanité. Donc, premier point, première réponse à la critique du cosmopolitisme, Arendt ne dénigre pas l'humanisme abstrait. Ici, on peut commencer par noter que la supposée opposition d'Arendt entre une bonne Bill of Rights américaine, donc les 10 amendements ajoutés à la Constitution des États-Unis qui protègent l'équivalent de notre Déclaration des droits. Donc cette supposée opposition d'Arendt entre une bonne Bill of Rights américaine qui serait bonne parce que pragmatique, adaptée aux fins réelles d'un gouvernement limité, et puis une mauvaise Déclaration des droits de l'homme qui serait abstraite parce que supposée antérieure au corps politique, cette opposition est loin d'être aussi nette qu'on le dit. Il me semble qu'en témoigne l'analyse que faisait Arendt dans les origines du totalitarisme de l'affaire Dreyfus, et notamment ce passage éloquent. Elle écrit ceci. « Dreyfus n'aurait pu être sauvé qu'en utilisant un seul terrain de lutte. Il fallait dénoncer les intrigues d'un Parlement corrompu, le pourrissement d'une société déclinante, la soif de pouvoir du clergé et, dit-elle, leur opposer de front la conception jacobine intransigeante d'une nation fondée sur les droits de l'homme, la notion républicaine de la liberté collective, selon laquelle léser les droits d'un seul équivaut à léser les droits de tous. » Et en réalité, si vous lisez les origines, vous verrez bien sûr que les héros, les vrais héros politiques de ce livre, de cet ouvrage, bien, ils ont pour nom Émile Zola, ils ont pour nom Bernard Lazare et surtout Georges Clemenceau, dont la grandeur réside, écrit Arendt, en ce qu'il ne combattait pas une erreur judiciaire particulière. Elle écrit, je cite Arendt, Clemenceau se battait pour des idées abstraites, la justice, la liberté, le civisme, ces idées qui avaient été au cœur du patriotisme jacobin d'autrefois et contre lesquelles on avait déjà lancé tant de boue et d'insultes. Et elle ajoute, pardonnez-moi d'abuser un peu des citations, mais elles me semblent importantes, elle ajoute ceci. Ceux qui avaient suivi des hommes comme Barrès, qui avaient accusé les partisans du Dreyfus de se perdre dans des confusions métaphysiques, finirent par comprendre que les abstractions du Tigre, donc de Clemenceau, étaient en fait plus proches des réalités politiques que les idées bornées d'hommes d'affaires ruinés ou les traditionnalismes stériles d'intellectuels fatalistes. Donc prétendre qu'Arendt pourfend la déclaration de 1789 pour son abstraction relève du malentendu. Ce qu'elle déplore explicitement, c'est bien la pusillanimité de ces intellectuels et hommes politiques de l'entre-deux-guerres devenus incapables de se mobiliser pour des idées abstraites. L'effondrement de la France, écrit-elle, est dû au fait qu'elle n'avait plus personne susceptible de mobiliser dans ses discours, comme le faisaient Clemenceau et Jaurès, la vieille passion révolutionnaire pour les droits de l'homme. Et c'est pourquoi il me semble qu'il faut prendre avec beaucoup de distance l'approbation formulée par Arendt à l'égard de Burke. Arendt salue, c'est vrai, la puissance pragmatique et l'immense bon sens de Burke, mais sûrement pas sa profondeur philosophique. Elle considère d'ailleurs, dans un autre passage, que les arguments avancés par l'auteur des Réflexions sur la Révolution de France, que les arguments avancés par Burke font les arguments qui consistent à appliquer la notion d'héritage à celle de liberté, font de lui un des précurseurs de la pensée raciale en Angleterre. Deuxième sous-point de ma troisième partie, non, Arendt ne pourfend pas à titre principal l'hypocrisie des droits de l'homme.
Alors Arendt savait évidemment que le discours des droits de l'homme pouvait être à la source d'une énorme hypocrisie. Et même les plus fervents défenseurs des droits de l'homme savent à quel point ils peuvent être la source d'une énorme hypocrisie. Mais, et je suis ici une analyse très intéressante développée par un universitaire américain, spécialiste d'Arendt, Jeffrey Isaac, qui écrit ceci. Elle dit « Elle, Arendt, savait aussi que l'hypocrisie n'est pas le vice ultime et que le dévoilement de l'hypocrisie n'est pas le but ultime d'un travail intellectuel. » En témoigne l'analyse qu'elle fait au 3e tome des Origines sur l'irresponsabilité des intellectuels qui, dans l'entre-deux-guerres, ont cédé aux attraits du totalitarisme. Elle écrit des choses tout à fait intéressantes quand on songe à la dénonciation contemporaine de la rhétorique hypocrite des droits de l'homme. Pardonnez-moi, je crois que c'est ma dernière citation, mais elle écrit ceci. « Les porte-paroles de l'humanisme et du libéralisme oublient souvent une chose. Dans une atmosphère d'où se sont évaporées toutes les valeurs et les propositions traditionnelles, il était en un sens plus facile d'accepter, plutôt que de vieilles vérités devenues de pieuses banalités, des propositions manifestement absurdes. La vulgarité et son refus cynique des critères reçus et des théories admises s'accompagnaient d'une tranquille acceptation du pire et d'un mépris de tous les faux semblants qu'il était facile de prendre pour un style de vie courageux et neuf. » Et elle continue en rappelant, je cite, que le désir de démasquer l'hypocrisie était irrésistible parmi l'élite. Et en ce sens, cela dénote chez l'élite intellectuelle de l'époque un manque de sens de réalité. Alors qu'est-ce qu'elle veut dire ? Eh bien, que ces intellectuels de l'entre-deux-guerres exigeaient une forme de cohérence incompatible avec la réalité. Alors évidemment, Arendt ne nie pas que la cohérence soit une qualité intellectuelle importante. Elle est très loin de faire preuve du moindre laxisme logique. Mais ce qu'elle refuse, en revanche, c'est une sorte de cohérence idéologique, une sorte de cohérence formelle et autistique obtenue par la négation du réel et du sens commun. Et surtout, ce qu'elle nous montre, c'est que ce n'est pas la dénonciation de l'incohérence ou d'éventuelles contradictions entre rhétorique et pratique qui doit constituer la priorité de notre réflexion et de notre action politique. La priorité, ce sont bien les souffrances infligées par des humains à d'autres êtres humains. Donc je dirais, chez Arendt, l'hypocrisie n'est pas le vice le plus important, et il semble d'ailleurs intéressant, dans cet universitaire américain dont je vous parlais, donc Jeffrey Isaac, a écrit un article où il contraste l'approche d'Arendt avec celle de Noam Chomsky, qui est par excellence l'auteur qui entend dévoiler l'hypocrisie de la politique extérieure américaine. Et au fond, il dit, quand Chomsky prend le cas, par exemple, de l'intervention américaine au Kosovo, il montre très bien comment la rhétorique qui a accompagné cette politique était hypocrite. Mais il franchit un pas de plus en décrétant que l'intervention est mauvaise du simple fait que ses motifs sont hypocrites. Et il insiste que si une intervention militaire doit jamais être justifiée, elle doit être fondée sur la bonne foi de ceux qui interviennent. Bonne foi qui ne peut jamais être vraiment atteinte en politique, lieu où s'entremêlent les différences et les désaccords, les jeux de pouvoir et d'intérêt, l'antagonisme et le conflit. Et en réalité, si on contraste cette approche à celle d'Arendt, c'est qu'elle nous montre qu'au fond, les perplexités suscitées par la politique des droits de l'homme ne sont pas des contradictions logiques, ce sont plutôt des questions complexes et exigeantes auxquelles nous sommes sans cesse confrontés quand nous invoquons, nous réclamons, nous exerçons des droits humains. Et surtout, la réflexion d'Arendt montre que l'accusation d'hypocrisie ou d'incohérence ne suffit pas à délégitimer, sans autre forme de procès, toute intervention humanitaire. Peut-être ces interventions ne sont-elles pas légitimes par ailleurs, mais ce ne peut pas être uniquement pour des raisons d'incohérence ou de mauvaise foi des intervenants. Troisième critique, troisième réponse, les textes d'Arendt ne confondent pas le citoyen et le national, mais font plutôt signe vers un droit de l'humanité. En réalité, très loin de lier les droits de l'homme
le sort des droits de l'homme au sort de l'État moderne, il me semble que l'analyse d'Arendt permet d'ouvrir une réflexion sur les modalités d'un droit à l'inclusion politique ou d'un droit de l'homme à la politique, pour reprendre la belle expression d'Étienne Balibar, au-delà de l'État-nation. Le droit d'avoir des droits, en effet, doit être compris comme le droit à avoir une place significative dans le monde. Le monde devant être entendu ici, non pas au sens d'une collectivité nationale spécifique, mais au sens d'une sphère composée des liens entre ceux qui se reconnaissent mutuellement comme des égaux. Catherine Colliot-Hélène, dans le séminaire qui a ouvert ici même ce cycle consacré à la démocratie cosmopolitique, faisait remarquer que pour Arendt, la seule alternative à l'appartenance nationale serait l'appartenance à l'humanité, mais qu'elle, Arendt, la considérait comme impossible. Donc, Catherine Colliot-Hélène pense qu'Arendt la considérait comme impossible. Alors je ne serai pas aussi radicale, parce que il est vrai que si vous prenez le corps du texte des origines du totalitarisme, Arendt fait preuve d'un certain pessimisme, ou du moins d'une certaine prudence, quant à la possibilité de voir émerger un tel droit de l'humanité. Elle écrit ceci. Par ailleurs, l'humanité, qui n'était pour le XVIIIe siècle qu'une idée régulatrice, est aujourd'hui devenue un fait irréfutable. Cette situation nouvelle signifie que c'est l'humanité elle-même qui devrait garantir le droit d'avoir des droits ou le droit de tout individu d'appartenir à l'humanité. Et elle ajoute, il n'est absolument pas certain que ce soit possible. Bon, déjà, il faut noter qu'elle ne dit pas que c'est impossible, elle dit juste pas certain que ce soit possible. Mais surtout, dans une conclusion ajoutée a posteriori à l'ouvrage, Arendt rappelle avec force la nécessité d'une telle entreprise, à savoir la nécessité de forger ce que Burke estimait impossible, à savoir de nouvelles découvertes en matière de moralité et d'idées de liberté. Et elle écrit « Le concept des droits de l'homme ne peut retrouver tout son sens que s'ils sont redéfinis comme le droit à la condition humaine. Les droits de l'homme ne peuvent être appliqués que s'ils deviennent le fondement pré-politique d'une nouvelle politique, la base pré-légale d'une nouvelle structure légale. » Alors, Arendt n'a pas élaboré, malheureusement, de façon très systématique ce principe, mais elle en livre quelques indices, notamment dans son analyse du crime contre l'humanité, dans l'ouvrage qui paraîtra une dizaine d'années après les origines, à savoir Eichmann à Jérusalem. Comme vous le savez sans doute, la plupart des commentaires de l'ouvrage d'Eichmann à Jérusalem ont porté sur la question de la banalité d'Eichmann, sur cette expression, la banalité du mal, et sur la question de la participation de certains conseils juifs dans la déportation. Et du coup, on oublie que le dernier quart de l'ouvrage porte sur cette question du crime de génocide et regrette explicitement qu'à aucun moment le tribunal de Jérusalem n'ait mentionné le fait que l'extermination de groupes ethniques entiers était davantage qu'un crime contre le peuple juif, mais bel et bien un crime contre l'humanité, qui, à ce titre, aurait dû, pour Arendt, relever d'un tribunal international garanti par le concert des nations. Et par là, elle confirme ce qu'elle écrivait 10 ans plus tôt dans Les Origines, quand elle notait que les camps de concentration russes pourraient et devraient devenir le thème d'une action qui n'aurait pas à respecter les droits et les règles de la souveraineté. Donc il me semble que chez Arendt, on voit quand même se dessiner une conception éminemment politique, pas du tout morale ou philanthropique des droits de l'homme, qui nous rappelle que les efforts des partisans des droits de l'homme sont voués à l'échec tant qu'ils ne comprendront pas que c'est le principe d'une souveraineté nationale absolue qui est à la source de la plupart des souffrances endurées par les hommes. Et si elle rejetait explicitement l'idée d'un gouvernement mondial, parce que ça porterait atteinte à la pluralité des nationalités, des cultures et des identités politiques, et sans pluralité, pour Arendt, il n'y a pas de politique. Donc si elle rejetait explicitement l'idée d'un gouvernement mondial, Arendt pourrait rejoindre ce que Jürgen Habermas a appelé une identité post-conventionnelle, c'est-à-dire une identité fondée sur la relativisation de la souveraineté, une prolifération des contre-pouvoirs et une limitation des États-nations
par une combinaison d'initiatives citoyennes et de juridictions internationales. Alors, ce texte a été publié il y a maintenant 60 ans, mais il me semble que ces intuitions restent fécondes, et notamment cette formule d'un droit à avoir des droits, pour penser une citoyenneté cosmopolitique qui prendrait davantage la forme d'une extension de l'état de droit hors des frontières nationales que celle de la construction d'un État fédéral européen et encore moins mondial. Et d'autant plus que ce texte a été écrit au moment précis où commençait cette mutation qui, après 2 siècles de souveraineté absolue de la loi, a vu l'émergence des libertés et des droits fondamentaux comme catégorie juridique nouvelle, notamment au sein de l'ensemble européen, et qui est celui qui a porté le plus loin cette relativisation de la souveraineté nationale par primauté des droits fondamentaux, que ce soit dans le cadre du Conseil de l'Europe ou dans le cadre des traités liés aux communautés européennes puis à l'Union européenne. Désormais, écrit Mireille Delmas-Marty en ouverture d'un recueil de textes consacrés aux libertés et aux droits fondamentaux, la loi n'a plus tous les droits. Et donc justement, pour penser la citoyenneté cosmopolitique comme droit à avoir des droits, je voudrais maintenant m'arrêter quelques instants sur l'exemple européen qui a l'intérêt, je crois, de nous montrer la voie que pourrait prendre une citoyenneté cosmopolitique tout en rappelant ou en soulignant cruellement les limites. Donc tout d'abord, c'est mon 4e point, pourquoi la citoyenneté européenne aurait-elle pu constituer un modèle de citoyenneté cosmopolitique? Pourquoi permet-elle d'illustrer ce droit à avoir des droits? Eh bien, au risque de paraître quelque peu angélique au regard de la crise que traverse la construction européenne, je voudrais commencer par rappeler quelques-uns des acquis de la citoyenneté européenne. Donc, je ferai un peu l'inverse de ce qu'Étienne Balibar, qui avait commencé par un diagnostic très pessimiste pour finir sur une note plus optimiste. Moi, je vais réserver le pessimisme pour la fin. Donc, je commence par rappeler les acquis. Un certain nombre, les meilleurs à mon sens, d'analystes de la citoyenneté européenne ont montré qu'elle se signalait précisément par un mouvement de dénationalisation des droits. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, comme vous le savez, la citoyenneté européenne est régulièrement brocardée parce que supposée insignifiante, inconsistante. Et c'est vrai que dans le langage commun, être citoyen de l'Union, ça renvoie à l'idée d'un lien direct et vertical entre les citoyens et les institutions européennes. Et c'est vrai que si on prend la citoyenneté européenne dans cette dimension verticale, les acquis sont assez décevants, puisque ça se limite à élire des députés européens sur des listes nationales, qui sont députés qui sont souvent perçus comme lointains et peu représentatifs. Il y a une possibilité de pétition auprès du Parlement de Strasbourg, c'est vrai, mais enfin difficile à mettre en œuvre, et finalement celle d'adresser des plaintes aux médiateurs. Donc je dirais que la dimension verticale de la citoyenneté européenne est effectivement très faible. Mais pourtant, à force de penser la citoyenneté européenne dans cette optique verticale, on en manque peut-être la vraie nature. Parce que la citoyenneté s'entend aussi comme un processus historique d'extension des droits à ceux qui n'en ont pas. Et à cet égard, les acquis de la citoyenneté européenne, entendus ici dans une dimension horizontale, comme incluant le droit de circuler, de s'établir librement sur l'ensemble du territoire européen, et de s'y voir reconnaître presque les mêmes droits que les résidents du pays d'accueil, sont très loin d'être négligeables. Puisqu'en effet, à l'exception de certains secteurs protégés, l'accès à la haute fonction publique, par exemple, qui reste réservé aux nationaux, l'exercice de la force publique, je crois aussi, le principe qui prévaut désormais, c'est bien celui de l'égalité de traitement entre les nationaux et les autres Européens, qu'il s'agisse de l'accès à l'emploi, de l'égalité des salaires, des conditions de travail, mais aussi des différents avantages sociaux et fiscaux mis en place par les États. Et contrairement à une idée reçue, je crois important de rappeler que cette forme de citoyenneté n'est pas l'apanage d'une élite. Les premiers qui ont conquis progressivement l'égalité des droits devant des tribunaux, ce furent hier les migrants italiens,
venus travailler dans les mines de Lorraine, de Wallonie. Ce sont aujourd'hui et demain les aides ménagères bulgares ou les travailleurs roumains. Et au-delà des travailleurs migrants, des étudiants, des retraités, des touristes, le droit européen a joué quand même un rôle très significatif pour la protection du droit des personnes proprement dit, qu'il s'agisse de lutter contre les discriminations entre les hommes et les femmes ou de reconnaître aux couples homosexuels, par exemple, les mêmes statuts qu'aux couples hétérosexuels. Et dans une certaine mesure, on pourrait presque se représenter la construction européenne sous la forme d'un quatrième âge des droits, par référence à la célèbre trilogie de Thomas Marshall. Bon, alors je sais que cette trilogie est très discutable d'un point de vue historique, vous l'avez rappelé à la première séance, puisque la Révolution, en réalité, droits civils, droits politiques et droits sociaux ont été entremêlés dès la Révolution française. Mais enfin, par rapport à cette célèbre trilogie, on pourrait dire, au fond, la construction européenne, c'est un quatrième âge des droits qui est marqué pas tellement par l'octroi de nouveaux droits, mais plutôt par la formidable expansion des droits au-delà de leur ancrage national d'origine. Et donc, d'un point de vue juridique, la citoyenneté européenne se déploie ainsi sur un terrain transnational, puisque les droits qui y sont attachés concernent surtout avant tout les rapports entre les citoyens d'un État et un autre État de l'Union européenne. Ce qui signifie que si on suit cette perspective, on est européen non pas parce qu'on appartient à un hypothétique peuple européen, un hypothétique démos européen, mais simplement parce qu'on n'est plus discriminé si on se trouve sur le territoire d'un autre État. Le principe de la construction européenne, ce n'est pas la construction d'une nouvelle citoyenneté fédérale, c'est l'ouverture réciproque des citoyennetés nationales les unes sur les autres, qui étant le droit d'avoir des droits et même une fraction des droits politiques, notamment le droit aux élections locales et pour l'élection au Parlement européen. Pour autant, et parce que c'est un reproche qui est souvent fait, je crois aussi qu'il convient de préciser que la distinction que je fais ici entre une citoyenneté plus verticale, citoyenneté comme participation au gouvernement collectif, et la citoyenneté comme extension des droits, n'équivaut pas forcément à un clivage entre une citoyenneté qui serait active et vertueuse, car fondée sur le sens du bien public, et une citoyenneté qui serait passive, égoïste, parce qu'elle ne serait que la simple jouissance de droits d'individus rétractés sur leur intérêt propre. Le fait que la citoyenneté européenne s'inscrive plus dans la logique des droits de l'homme que dans celle des droits du citoyen ne signifie pas qu'elle soit dépourvue de toute dimension politique. Si je renvoie aux célèbres analyses de Claude Lefort, qui, dès 1980, avait montré que les droits de l'homme peuvent susciter un nouveau réseau de rapports entre les hommes. Et le fait que les droits protègent les droits individuels ne signifie pas qu'ils ne puissent pas être réclamés par une lutte politique menée avec d'autres et pour d'autres. Et en réalité, dans le monde réel, le plus frappant est que ces revendications de droits sont en général portées au nom d'autres individus. On peut prendre par exemple les actions de mobilisation qui sont menées au niveau européen par des associations de défense des droits des migrants. Ces actions ont bel et bien une dimension collective. Le fait qu'elles ne transitent pas, ces modes d'action, par les partis traditionnels, le fait que leurs revendications s'articulent en termes de droits, ne les fait pas basculer pour autant en dehors du champ du politique. Ceci étant, il convient ici d'ajouter une précision que j'ai ajoutée après avoir écouté les interventions précédentes sur le web. Je voudrais faire écho à la première intervention qui a ouvert ce séminaire, celle de Catherine Colliot-Hélène. Comme Pierre Rosanvallon, moi j'ai été très stimulée par le livre de Catherine Colliot-Hélène et par son intervention. Elle a bien montré que le vecteur de la démocratisation des démocraties a été l'égalité des droits. Mais par contre, elle franchit un pas que je ne franchirai pas, à savoir que pour penser la démocratie, il faudrait nous défaire de la figure du démos et de celle de la souveraineté et, je la cite, prendre congé de l'idéal d'une communauté démocratique. Là, il me semble qu'elle ne franchit ce pas que parce qu'elle s'appuie sur une conception que vous me permettrez de trouver très française, d'un peuple forcément unitaire et d'une souveraineté forcément absolue. Or, il me semble que ce dont il s'agit aujourd'hui, ce n'est pas tellement de substituer au principe de la souveraineté du peuple celui de l'affirmation de l'égalité des droits,
mais plutôt, pour reprendre votre expression, de compliquer la démocratie en élargissant le sens de sa définition. Et plus précisément, il me semble que nous assistons à une double pluralisation. Une pluralisation des démoïs, d'abord, au sens des communautés sociales pertinentes. Ça pourrait rester l'État-nation pour notre système éducatif, la réforme de notre système éducatif, pour les questions liées à la police, à la sécurité, à la famille. C'est déjà l'Europe pour la monnaie, ça devrait l'être davantage pour la fiscalité, ça pourrait être le monde pour l'environnement, etc. On assiste à une multiplication des communautés sociales pertinentes. Et contre une idée trop vite reçue, l'État-nation reste bel et bien une communauté sociale éminemment pertinente dans le monde contemporain, quel que soit l'état de globalisation des marchés. À ce stade, c'est quand même le seul espace de redistribution sociale qui existe. S'il y a eu, dans une certaine mesure, et même dans une large mesure, une extension de l'état de droit au niveau européen, il n'y a pas eu d'extension de l'état social, et ce n'est pas près d'arriver, puisque, comme vous le savez, le budget européen est maintenant passé en deçà de 1% du PIB. Ce qui me permet d'ailleurs, toujours autour de cette intervention de Catherine Colliot-Hélène, une parenthèse sur la question de la souveraineté, concept que certains semblent juger obsolète. Catherine Colliot-Hélène disait ici le 20 février, la souveraineté, ça ne se partage pas, c'est impensable. Une souveraineté partagée, peut-être que c'est impensable, mais une souveraineté relativisée, c'est concevable, et ça correspond à la réalité européenne. La souveraineté de l'État est relativisée, dans la mesure où elle est désormais contrainte par les choix de nos partenaires, par des décisions prises au niveau supranational, par des décisions judiciaires, qu'elles soient celles de la Cour de Strasbourg ou de la Cour de Luxembourg. Et mon ancien collègue de l'ULB, Paul Magnette, avait d'ailleurs trouvé une belle formule pour décrire ce phénomène dans un livre sur l'État et la construction européenne. Enfin, il avait choisi pour titre de ce livre « Le souverain apprivoisé ». Donc la souveraineté est relativisée, mais elle ne disparaît pas pour autant. Et dans une certaine mesure, on peut dire qu'au fond, le constitutionnalisme européen complète le constitutionnalisme interne. Dans l'ordre interne, qu'est-ce qui se passe? L'état de droit mis en place progressivement au XIXe et au XXe siècle tempère la force démocratique majoritaire, mais ne la subordonne pas, puisque le peuple souverain peut toujours changer de constitution. Dans l'ordre externe, le fédéralisme européen contraint la démocratie nationale, mais elle demeure ouverte en dernière instance au refus, voire à la sécession d'un État. Donc, pluralisation des démoïs, et non pas une simple translation du démos national vers le démos européen. Je crois qu'il faut rappeler ici avec force, ça a déjà été le cas lors des interventions d'Étienne Balibar, de Jean-Marc Ferry, de Francis Cheneval, que l'idée selon laquelle s'il y a plus d'Europe, il y aura moins d'États-nations, et s'il y a moins d'Europe, les États-nations retrouveront leur vigueur, est un contresens historique et institutionnel. De ce point de vue, l'historien d'Oxford, Alan Milward, dans un livre au titre éloquent, paru il y a déjà une vingtaine d'années, qui s'appelait « The European Rescue of a Nation State », donc le sauvetage de l'État-nation par l'Europe, a bien montré que très loin de procéder de l'affaiblissement des États, la communauté européenne a en réalité été l'instrument du redressement et du renforcement d'États sortis passablement ébranlés des deux conflits mondiaux. Et à l'inverse, si l'Union est aujourd'hui fragile, c'est d'abord parce que ces États le sont. Donc je disais pluralisation des démoïs, mais aussi pluralisation des modes d'action politique, dans la mesure où on assiste à une diversification des répertoires de l'expression politique. Alors, ce n'est évidemment pas un phénomène nouveau, vous l'avez longuement analysé dans la contre-démocratie, mais ce que je veux dire ici, c'est que penser la démocratie cosmopolitique, ça suppose de complexifier notre compréhension de la démocratie, mais ça ne suppose pas forcément de changer brusquement de registre conceptuel. Autrement dit, je ne pense pas qu'on puisse simplement substituer les luttes pour les droits au principe de l'autolégislation du peuple. Il me semble que penser la citoyenneté cosmopolitique, c'est chercher une articulation possible entre le national et le transnational, entre des approches dites libérales, plus fondées sur les droits, et des approches, disons, plus républicaines de l'implication politique, entre des luttes pour l'égalité des droits et entre des actes d'autodétermination collective. Au-delà, penser la citoyenneté cosmopolitique, c'est aussi se souvenir que la citoyenneté, c'est d'abord un statut.
Je le souligne parce qu'il me semble qu'il y a une certaine tendance aujourd'hui, certains penseurs de la démocratie radicale, à penser la citoyenneté exclusivement sous le registre de l'agir politique et à la déconstruire comme statut. Il me semble que la qualité de citoyen n'a pas à être reconnue uniquement à ceux qui se mobilisent dans les luttes politiques. Il y a des tas de gens qui ne veulent pas ou qui ne peuvent pas se manifester dans l'espace public et qui n'en ont pas moins le droit d'avoir des droits. Je pense à la célèbre formule d'Alain, un nul n'est digne du droit, c'est le fondement du droit. Et d'autre part, pour revenir à Arendt, elle rappelait bien dans son texte « Nous autres réfugiés », où elle parle de son expérience de réfugié à Paris, que c'est la perte d'un statut légal en ce monde qui a fait des apatrides, des parias. J'en viens à mon dernier point, limite et risque de régression de la citoyenneté cosmopolitique. Donc, si elle avait poursuivi dans cette logique de dénationalisation des droits, l'Union européenne aurait pu se profiler comme l'espace d'une érosion progressive des limites identitaires apposées à l'exercice du droit. Alors, j'utilise le conditionnel. Pourquoi ? La première raison, qui n'est pas nouvelle, tient à une sérieuse limite des ambitions cosmopolitiques de l'Union européenne. Et la deuxième raison, qui est plus récente, tient au risque d'une régression, pour ne pas dire d'une véritable perversion, des acquis fragiles de la citoyenneté cosmopolitique. Alors, la limite, ce qui n'est pas nouvelle, elle tient à la question des non-européens. Le fait est que le rapprochement esquissé entre les droits des Européens, les droits des différents peuples qui composent l'Union européenne, se solde par une ligne de démarcation de plus en plus nette avec les non-communautaires, et en particulier, et surtout d'ailleurs avec les non-communautaires illégaux, dont le sort me semble mettre directement en cause les ambitions cosmopolitiques de l'ensemble européen. Combiné à une politique de l'asile qui tend à s'affranchir des obligations de la Convention de Genève, l'orientation restrictive de l'espace européen liberté, sécurité, justice hypothèque aujourd'hui les prétentions, pourtant justifiées par ces acquis, hypothèque les prétentions de l'Europe à devenir le laboratoire d'un découplage entre appartenance nationale et reconnaissance des droits. Dans son petit ouvrage paru tout récemment, Résister, responsabiliser, anticiper, Mireille Delmas-Marty parle même d'une déshumanisation et de stratégies ouvertement guerrières, je la cite, pour caractériser une Europe forteresse où le recours à des sanctions pénales ou équivalentes, comme la rétention administrative, se développe en matière de contrôle de frontières ou de maîtrise de l'emploi. Et je crois important de souligner, et je reprends ici à nouveau une formule d'Étienne Tassin, que la clandestinité et la façon dont nous traitons aujourd'hui la clandestinité n'est pas un dommage collatéral de l'intégration européenne. On ne peut pas considérer que c'est un dommage collatéral qui laisserait intacte la dimension cosmopolitique de l'Europe politique. Parce que la question du droit à la mobilité est au cœur du paradigme cosmopolitique. Ça a été le rêve des humanistes de la Renaissance et des Lumières. Ça a été rappelé ici que Kant a fait reposer son droit cosmopolitique sur le principe de l'hospitalité universelle. Et on peut dire que, au fond, la reconnaissance politique des étrangers, la façon dont nous accueillons les étrangers, c'est quand même un critère qui permet d'apprécier la dignité cosmopolitique de la puissance publique. Alors, je sais que je suis ici dans l'utopie, mais je veux dire, si les universitaires ne sont pas utopiques, je ne sais plus très bien qui pourrait l'être, mais il me semble que plutôt que de tenter à tout prix de forger un peuple européen à large échelle, il serait plus conforme à l'esprit du cosmopolitisme de poursuivre ce mouvement de dénationalisation des droits au profit des Européens, bien sûr, mais surtout au profit de ceux qui n'appartiennent pas à ces nations, aux nations européennes, en vue de faire progressivement de l'Europe le lieu de réalisation d'un universel du droit, fondé sur une dissociation partielle entre nationalité et citoyenneté. On peut aussi penser à la belle proposition de Pierre Asner de conférer la citoyenneté européenne à ceux des Européens qui, réfugiés ou apatrides, ne seraient pas citoyens d'un État qui leur serait propre. Asner parlait de ces populations au statut ambigu et incomplet, et il disait de cette citoyenneté européenne, finalement, quitte à être incomplète, quitte à être paradoxale, autant l'être tout à fait, c'est-à-dire accueillir ceux qui n'ont pas les moyens d'être citoyens,
Et il nous disait que ce serait une façon d'échapper au dilemme d'Arendt entre l'abstraite nullité des droits de l'homme et la citoyenneté nationale. Ma deuxième réserve tient au risque actuel d'une régression, voire d'une perversion de la citoyenneté cosmopolitique. Bon, Étienne Balibar a tracé ici même, le 27 février, un tableau sans concession des effets de la crise européenne, et je vais me borner à pointer 3 phénomènes qui me paraissent révélateurs d'une forme de régression de la citoyenneté cosmopolitique. Le premier risque est celui qui nous verrait basculer de la reconnaissance à la défiance mutuelle. Je disais il y a un instant que l'esprit de la citoyenneté cosmopolitique, ce n'est pas la construction d'une citoyenneté située au-delà des États, mais c'est plutôt l'ouverture des citoyennetés nationales les unes sur les autres. Et c'est pourquoi nombre des partisans de la construction européenne misaient davantage pour démocratiser l'Union sur une européanisation des sphères nationales plutôt que sur l'émergence d'un espace public unifié. Nombreux étaient ceux, et je me range parmi eux, qui considéraient au fond, disaient, mais plutôt que de se lancer dans la construction d'un espace public unifié, supranational, ce qu'il faut faire, c'est européaniser les sphères nationales, faire en sorte qu'on parle beaucoup plus d'Europe dans les sphères publiques nationales, au sein des parlements nationaux, que la forme de contrôle sur les questions européennes s'exerce à ce niveau-là. Alors, cette européanisation des sphères nationales, elle a peut-être été amorcée par la crise monétaire, parce que pour la première fois, les convulsions grecques, italiennes, espagnoles ont été traitées dans les États membres au titre de véritables affaires intérieures. C'est vrai que pour la première fois, alors que les partisans de la construction européenne, les militants européens se plaignaient depuis des années qu'on ne parle pas assez d'Europe au sein des États, là, pratiquement, en Belgique, ça coïncidait avec une campagne pour des élections politiques, des élections nationales, on n'arrivait pratiquement plus à parler d'autre chose que de l'Europe. Mais est-ce qu'il faut lire dans cette européanisation l'espoir d'une prise de conscience progressive d'un destin commun, ce qui est l'espoir de Jürgen Habermas dans son dernier livre, qui dit qu'au fond, peut-être que cette crise va au fond, nous faire prendre conscience de la nécessité d'un destin commun. Il me semble qu'à ce stade, il est difficile de nier que cette européanisation des sphères nationales se solde davantage par une exacerbation des préjugés réciproques. Pensons aux dirigeants allemands caricaturés en Asie, aux pays dits du Club Med, que par un réel approfondissement de la reconnaissance mutuelle. Et donc, le risque n'est pas nul aujourd'hui de voir les peuples européens basculer sous l'effet de la crise d'une forme d'indifférence bienveillante à une hostilité larvée. Deuxième phénomène régressif, c'est celui qui voit aujourd'hui la mobilité des personnes parasiter les acquis de l'État social. Ici, il me semble que les événements récents peuvent sembler donner raison à ceux qui s'inquiétaient que la primauté absolue donnée aux droits individuels puisse miner les aspirations à la justice sociale. J'ai montré il y a un instant comment la construction européenne avait élargi la jouissance des droits au-delà des frontières nationales. Et en ce sens, pour parler comme les philosophes, on pourrait dire que la liberté de circulation et d'établissement permet à chacun de poursuivre sa conception de la vie bonne dans un espace élargi. Mais, et pour prendre un exemple anecdotique, mais dont on a beaucoup parlé récemment, comme vous le savez, un certain nombre de Français décident aujourd'hui de poursuivre leur conception de la vie bonne dans mon pays pour échapper à l'impôt sur la fortune. Une situation qui est ressentie comme injuste, non seulement par une partie du peuple français, mais aussi, il faut le dire, par une bonne part du peuple belge, dont on ignore trop souvent qu'il est en réalité lourdement taxé, mais sur les revenus du travail. C'est un exemple. Je pourrais en prendre plusieurs, les juristes le feraient mieux que moi, qui montrent comment, dans certains cas, le principe de non-discrimination peut parasiter les acquis de l'État social et notamment miner les droits syndicaux. Et donc, il y a un risque que la liberté de circulation
et que la règle de non-discrimination mine l'État social parce que ces principes ignorent l'obligation de réciprocité qui a fondé les droits sociaux au niveau national. Surtout, et mis à part évidemment le cas de l'exil fiscal, force est de constater qu'aujourd'hui, nombre des mouvements de personnes constatés dans l'Union européenne relèvent moins du registre de la volonté d'ouverture réciproque que d'une mobilité unilatérale et forcée des jeunes d'Europe centrale et orientale et d'Europe du Sud aujourd'hui vers le nord de l'Europe, une forme de drainage de la force de travail dont Étienne Balibar estimait ici qu'elle présente des aspects quasi coloniaux. Troisième phénomène régressif, et je terminerai par là, la démotivation des citoyens vis-à-vis de la construction européenne. Démotivation qui peut sembler donner raison à ceux qui disaient, il y a déjà 20 ans, qu'il n'y avait pas de citoyens européens, mais seulement des usagers et des consommateurs privés de tout sentiment d'allégeance à une communauté politique particulière. Comme le disait Pierre Rosanvallon il y a 2 semaines, faute d'accord sur un modèle de citoyenneté à défendre, il y a eu sacralisation de la figure du consommateur, qui est un peu devenue la figure de proue de la construction européenne. D'où sans doute une crise de motivation. Quand les choses vont bien, que la motivation ne soit pas forte pose moins de soucis. Quand les choses vont mal, cette crise de motivation pose la question de la viabilité politique de la Fédération européenne et de l'Union cosmopolitique. L'entité politique européenne, en effet, ne repose pas sur le modèle communautaire de la famille, mais plutôt sur le modèle de la société civile, fondée sur une forme d'universalisme éthique et politique. La difficulté, c'est que le modèle de la société civile, beaucoup d'auteurs l'ont montré, est porteur d'une forme de désaffection politique par manque d'un sentiment d'appartenance et donc d'un risque accru de corruption, de concentration du pouvoir, voire de décomposition des institutions politiques. Désaffection politique sur lesquelles les analyses d'Arendt pourraient sans doute aussi nous éclairer, mais je vais m'arrêter là aujourd'hui et je vous remercie de votre attention.